Bonjour Cécile Vachebeau, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à la 3e émission de Allo Celibfly pour votre livre qui vient de paraître dans la maison d'édition La Ville Brûle qui s'appelle Berliner Ensemble. Ce livre que vous venez de publier regroupe des chroniques promenades que vous aviez écrites sur Berlin et à Berlin entre 2007 et 2008, alors que vous résidiez pendant 1 an dans la ville. À l'époque, vos chroniques étaient publiées sur la revue en ligne remue.net. Votre livre regroupe ces chroniques. Cependant, le titre choisi pour le livre, Berliner Ensemble, donne l'impression de plusieurs significations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que je voulais un titre générique pour montrer qu'il s'agissait de chroniques. Comme vous l'avez dit, c'était au départ prévu pour être mis en ligne sur .net, et je voulais quelque chose qui sonne allemand, mais qui soit compréhensible en France, même par des gens qui n'ont aucune idée de l'allemand. Et je ne sais plus très bien comment l'idée m'est venue, mais ça m'a paru évident d'appeler ça Berliner Ensemble, parce que, alors évidemment, en allemand, ça ne veut pas dire la même chose, mais en français, donc c'est un ensemble qui se trouve à Berlin, un ensemble dans le sens d'un ensemble de chroniques, un tout. Et évidemment, Berliner Ensemble, c'est quelque chose qui est très précis en Allemagne et à Berlin, puisque c'est le nom du théâtre de Bertolt Brecht, dont il n'est jamais question, je crois, dans les chroniques. Tous vos textes croquent un Berlin qui oscille entre la douceur du temps et l'abîme du temps, la bionade et la bière ukrainienne, les grands magasins et un cinéma qui ne passe que des films russes sous-titrés en allemand, l'ambiance douce du café Kant et les traces du projet nazi Germania. Quel est votre souvenir le plus fort de cette double temporalité qui, c'est vrai en tout cas à l'époque, qui était permanente à Berlin, enfin qu'on ressentait en permanence? Du présent et du passé, vous voulez dire ? Oui, exactement. Entre la douceur de vivre présente et en même temps des souvenirs du passé qui émergent ou qui sont même présents souvent souvent quand on se promène dans Berlin. Qui a une histoire du XXe siècle. Ouais. Je pense, ouais. D'abord, je voulais juste préciser que effectivement l'ensemble, c'est le cas de dire, des chroniques date de 2007-2008, mais j'en ai ajouté deux autres qui sont un peu plus récentes, qui datent de 2012, qui sont à la fin, et puis une sorte d'avant-propos qui est très récent, qui a été écrit pour la publication du livre. Mais je pense que le jour, enfin, ce qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, c'est un jour où j'étais dans la gare de Potsdamer Platz, la gare du S-Bahn, et il y avait une exposition sur les trains. Est-ce que c'était sur les trains de la déportation? Enfin, sur la déportation. Je ne sais pas pourquoi c'était dans le hall quand on descend de la rue, il y a un premier niveau, un premier sous-sol pas très bas, et il y avait une série de photos là, une exposition, mais je ne sais pas très bien pourquoi elle se plaçait là. Et en sortant, je me souviens donc d'avoir regardé cette exposition sur la déportation, et puis j'ai repris le S-Bahn après la ligne S1, je ne sais plus
devais aller. Et tout à coup, j'ai vu les noms des terminus aux deux extrémités de la ligne. Et en fait, que j'ai toujours lu, mais sans me poser de questions, enfin sans rien me dire de particulier. Et donc d'un côté, c'était la direction de Wannsee, donc là où il y a eu la conférence qui a inventé, si on peut dire, la solution finale. Et puis de l'autre, Oranienburg, où se trouve le camp le plus proche de Berlin, de Sachsenhausen. Et tout à coup, alors que cette ligne, je l'avais prise des dizaines de fois, et puis bon, je continue de la prendre parce que maintenant, j'habite à proximité d'une station de cette ligne et je n'y pense pas tous les jours. Mais là, après cette exposition, ça m'est apparu soudain. Et là, je crois que c'est un souvenir qui me vient à l'esprit. Alors que Wannsee aujourd'hui est un lieu vraiment dédié au loisir, au plaisir, à la berlinois en fait. Oui, oui, bah, c'est un lac, on s'y baigne. Mais alors ça, je me souviens, c'est l'inverse. Mais la première fois que je suis allée à Berlin, c'était en 95. Et on a visité la maison justement de la conférence. Et en étant à cet endroit, je me disais, mais comment il est possible de se baigner dans ce lac? Jamais je pourrais. Et je me suis trouvée des années après à me baigner dans le lac et j'ai pris ça comme une sorte de victoire je sais pas, sur moi-même, enfin, de travail, sur, ouais, d'être capable De vivre au de présent. vivre un peu Berlin, de vivre Berlin dans le présent aussi. Dans l'une de vos chroniques, l'une des dernières, vous parlez de cette question, c'est vrai, qui est récurrente pour les expatriés français à Berlin, à savoir quelle est la différence entre Paris et Berlin. Au départ, vous avez des éléments de réponse, vous n'arrivez plus à... Et puis, à la fin, vous n'arrivez plus vraiment à faire la différence entre Berlin et Paris. En tout cas, vous ne savez pas ce qui les différencie de manière si forte. Est-ce que 8 ans après avoir écrit ces textes, alors en disant ça, j'ai peur de dire une bêtise parce qu'il fait peut-être partie du texte que vous avez écrit en 2012. En tout cas, est-ce que... Pardon? Oui, oui, je crois que c'est le texte le plus Le récent, plus récent? en ouverture du livre et donc qui date de l'année dernière. Et en tout cas, ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que vous avez passé du temps à Berlin ou est-ce que en effet, avec le temps qui passe, ce qui faisait la spécificité de Berlin, à savoir, entre autres, l'impression que les choses étaient beaucoup plus possibles qu'à Paris, qu'elles étaient beaucoup moins figées, est toujours d'actualité? Je pense que ça, c'est toujours d'actualité. C'est vrai, d'accord. Oui, mais c'est quand même, enfin, il y a les deux. En fait, c'est quand même une ville qui est en train de se normaliser, mais à un rythme berlinois, c'est-à-dire un peu lent. Euh, mais euh, mais c'est aussi, enfin, je sais pas quand, je crois que je le raconte un peu exactement de cette façon, c'est-à-dire à force, j'ai des livres qui ont été traduits en allemand et en Allemagne, il y a ce phénomène de lecture publique qui existe beaucoup moins en France. Et à l'issue des lectures, il y a des questions. Et au début des années 2000, on me demandait régulièrement, il y avait une question, mais comment se fait-il? Vous habitez une ville aussi belle que Paris, et qu'est-ce que vous trouvez à Berlin? C'est tellement moche, c'est tellement... Et donc à chaque fois, j'expliquais, oui, mais Paris, c'est très beau, mais c'est une ville du 19e siècle, c'est terminé, il n'y a pas de place, c'est comme un cinéma dans lequel tout est plein, vous pouvez à la limite trouver un strapontin, mais ne pas trouver plus. On ne peut pas espérer avoir un bon fauteuil bien placé.
Et Berlin, au contraire, il y a de l'espace. Et puis, au bout de quelques années, je me suis rendu compte un peu comme dans les dessins animés, où il y a un personnage qui court et puis qui arrive au bord d'un précipice et qui continue à courir parce qu'il ne s'est pas encore rendu compte qu'il était dans le vide. Et puis, au moment où il s'aperçoit qu'il est dans le vide, il tombe. Et moi, ça m'a fait un peu ça, c'est-à-dire je répétais machinalement les mêmes choses. Berlin, c'est comme ça, et Paris, c'est comme ça. Et c'est une ville qui parle du passé, et pas de Paris. Et, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et un jour, je me suis dit, mais je répète ça automatiquement, mais je ne sais même plus ce que je pense. Enfin, ça ne veut plus rien dire à la limite pour moi. J'en ai marre de répéter la même chose. Et ce jour-là, je n'ai pas vraiment tenu ma promesse, mais je me suis dit, j'ai plus envie de parler de Berlin, de comparer Berlin et Paris, et c'est pas intéressant. Et voilà, donc moi j'ai évolué par rapport à ça parce que je suis plus non plus dans cet enthousiasme de la découverte, mais la ville se remplit aussi petit à petit. Tous les grands espaces vides se construisent petit à petit, mais c'est quand même encore une ville très particulière et puis qui est tellement grande parce que le Grand Berlin date de 1920, le Grand Paris qu'on essaye de faire, il n'est toujours pas fait. Et, et du coup, même s'il y a des zones je sais pas, Prenzlauer Berg, ça ressemble, le mythe ressemble de plus en plus au quartier du Marais euh, à Paris. Il reste quand même des endroits où Berlin est toujours Berlin. Et je pense que ça va durer un petit moment encore. Et en vous écoutant parler, en fait, vous parliez d'un petit personnage. Je me suis rappelé, c'est une question que j'avais pas préparée, mais qui me revient en vous écoutant parler. Est-ce que vous seriez d'accord de nous raconter, et je pense que beaucoup, en tout cas, d'auditeurs français ou de gens qui ne parlent pas allemand ne connaissent pas ce personnage ou cette personne assez merveilleuse de Hans Rosenthal. Oui, justement, dans cette exposition, il y avait justement une photo de lui. Donc, Hans Rosenthal, c'est un animateur de radio. Euh, En fait, voilà, pour dire les choses autrement, j'écoute beaucoup la radio et enfin même en France, et puis c'est une façon d'améliorer mes connaissances en allemand aussi, avec la lecture, avec bon, la discussion. Et voilà, mais j'aime bien la radio. Et je sais pas comment, mais par hasard, enfin si, j'avais repéré de radio Couteau. Et un dimanche matin, je tombe sur une émission, le son, enfin je sais pas, quelque chose faisait qu'on sentait que c'était pas de maintenant. Et c'était une émission de jeu qui s'appelle Allein gegen alle, seul contre tous, et où c'est une espèce d'interville. Je sais pas, vous êtes trop jeune pour avoir connu Interville, mais bon, c'est quand même dans la mémoire audiovisuelle française. Et donc, sauf que là, c'est pas deux villes qui jouent les unes contre les autres avec des épreuves mais c'est quelqu'un, un candidat qui joue contre une ville et la ville pose des questions au candidat, 5 questions. Et, non, pardon, le candidat pose 5 questions à la ville et les habitants doivent se rendre au Rathaus, enfin, à l'hôtel de ville, quelque part où se trouvent les meneurs de jeu et apporter des réponses. Et soit c'est la ville qui gagne, soit la plupart du temps c'est la ville, mais quelquefois c'est le candidat, et celui qui gagne continue la semaine d'après. Et voilà, alors ça m'a trouvé ça amusant, et quand je pouvais, le dimanche matin, c'était à 9h, 8h, entre 8 et 9h, j'écoutais l'émission. Et donc j'ai commencé à reconnaître la voix
Hans Rosenthal. Oui, et dès la première émission, c'est ça surtout qui m'a frappé, c'est que le meneur, enfin, quelqu'un à la fin de l'émission, du jeu, dit voilà, c'était notre émission Aus den Archiven, qui vient des archives, et c'était l'émission du, mettons, 4 septembre 1965. Si vous avez des suggestions à nous faire, vous nous écrivez Deutschland Radio Kultur, Hans Rosenthal Platz. Et donc cette conjonction, c'est comme l'histoire de tout à l'heure, du passé et du présent, mais de quelqu'un qu'on vient d'entendre comme si c'était maintenant, et puis qui tout à coup devient un nom de rue, et de place en l'occurrence, et une adresse, ça m'a fait une impression, je ne peux pas vous dire, enfin, un raccourci dans le temps très, très étrange. Et ça, donc je ne savais rien sur lui. Justement, cette exposition à Potsdamer Platz, j'ai vu Hans Rosenthal, petit, enfant, avec son frère. Et son frère, donc c'était des Allemands, enfin, d'une famille juive. Et ses parents ont été déportés, sont morts en déportation, son petit frère aussi, et lui a pu échapper en se cachant dans les jardins ouvriers de Berlin, comment ça s'appelle, Gartenkolonie, et je ne sais pas comment, mais il a réussi à bricoler quelque chose, enfin, et à se fabriquer une espèce de poste de radio pour entendre la radio. Et puis, bon, il a vécu grâce à des habitants qui lui donnaient à manger. Et voilà, donc cet enfant-là qui a survécu seul de sa famille est devenu ce meneur de jeu de radio très connu comme, je ne sais pas, Nagui aujourd'hui, par exemple. Et ensuite, il a fait de la télé aussi, c'est une émission très, très célèbre. Et il est mort assez jeune, une cinquantaine d'années, je crois. En tout cas, il n'avait pas atteint 60 ans d'un cancer de l'estomac. Donc c'est tout un parcours. Et vraiment... Et je me disais aussi, en écoutant cette émission, mais dans les années 60, il y avait sûrement des gens parmi les auditeurs, mais même parmi les gens qui participaient, ou les candidats, ou dont la famille était nazie, ou qui eux-mêmes avaient, dans les années 60, enfin, qui étaient encore d'âge, enfin, dans la force de l'âge. Et je me demandais ce qu'ils pouvaient, enfin, s'ils pensaient à ça, quelquefois. Je n'ai pas la réponse. Ben, en tout cas, de parler de Hans Rosenthal, ça nous permet voilà, de voir que dans votre livre, en fait, on voyage dans Berlin à travers des choses voilà, qu'on ne saurait pas seulement en se promenant dans les rues. Merci beaucoup Cécile Wachsbro pour avoir écrit ce livre Berliner Ensemble publié aux éditions La Ville Brûle et puis pour avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.